Bonjour à tous, bienvenue sur le Clonecast. Je suis 0x Monsieur, novice dans le Web3 et détenteur du Clonix 17184. Ce podcast a pour but d'échanger avec des acteurs de cet écosystème, bien évidemment d'autres Clonix du studio Artefact, mais pas que. Cette émission n'est en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour ce nouvel épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir 0x Polymath, qui est holder du Clonix 16973. Comment tu vas? Ah, salut, ça va bien et toi? Super, merci. Ben, ravi d'accueillir un autre clone FR aujourd'hui. Et pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais du coup te présenter et nous raconter comment tu es arrivé dans la NFT et plus particulièrement chez Artefact? Ouais, avec grand plaisir. Du coup, Polymath, ça fait 1 an que j'ai cette identité, mais ça fait en réalité quasiment 7 ans maintenant que je suis dans l'écosystème. À la base, j'étais rentré en 2017, mai-juin. J'avais commencé à acheter de l'Ether et j'avais commencé à participer aux ICO. Et, hum, et ça avait été aussi, c'est dans cette période-là que j'avais pour la première fois interagi avec des NFT, puisque j'avais acheté des CryptoKitties en n'ayant absolument aucune idée de ce dont il s'agissait véritablement. Je suivais juste la vague du moment et j'en avais acheté trois ou quatre, je crois. Et il m'a fallu attendre jusqu'à 2021 pour vraiment retomber dedans et, et comprendre de quoi il s'agissait et saisir l'ampleur de la chose et à quel point ça allait transformer autant de notre écosystème qu'au-delà de l'écosystème. Ok. Et en 2017, pardon, tu tombes comment un peu sur l'Ether et l'NFT, étant donné qu'à l'époque, il y avait, j'imagine, énormément moins de contenu qu'à l'heure actuelle. Ouais. Moi, j'ai un pote qui a très très vite compris le sujet, avec qui j'étais en law school au Canada, à Toronto. Et il m'avait dit, il savait que je m'intéressais au sujet financier, au sujet d'investissement. À l'époque, je jouais au poker. J'avais fait pas mal de forex aussi et d'investissement en actions. Et il m'avait dit, tu devrais regarder les terres. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ce mec-là, par la suite, il a rejoint un des plus gros fonds de l'écosystème qui s'appelle Polychain Capital. Et par la suite, il a lancé son propre fonds. Donc, il a eu une belle, belle success story. Et d'ailleurs, il ne sait pas encore que je fais ça. Je vais lui faire la surprise bientôt. Et, euh, et ouais, il m'avait parlé de l'Ether. Et j'avais pas creusé beaucoup au tout début. J'ai regardé ça. Je pense que mon premier Ether, j'ai dû l'acheter autour de 200 euros. Et c'est assez vite monté. Et en fait, en creusant, en allant voir ce qui se passait sur Twitter, en allant dans des groupes Telegram, t'entends parler d'une ICO, d'une autre, d'une autre. Et en fait, je crois qu'à cette époque-là, j'ai injecté un peu d'argent. J'avais injecté 5000 euros. Et ces 5000 en littéralement 8 semaines, je pense, 8-10 semaines, se sont transformés en pas loin de 40. Pas mal. Et ouais, 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 vraiment, vraiment pas mal. Mais Et donc, les comble pour IC... quelqu'un. Ouais, excuse-moi de te couper. Du coup, Vas-y, les vas-y, ICO, non, non, je t'en prie. pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un peu des pré-sales de lancement de token, c'est ça? Ouais, Un complètement. peu À tout à cette fait, précis. époque-là, on te renvoyait vers un Telegram. Les gens de la team, ils avaient fait un one-pager. Ils avaient fait vraiment une page web sur laquelle ils décrivaient quelque chose et tout le monde leur balançait de l'argent. Mais imaginez ce qu'on a connu avec les NFT l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant. Ça, mais bah, à l'époque, ça semblait encore plus fou. Ça semblait encore plus dingue. La spéculation semblait encore plus forte. Et, hum, et ouais, en fait, il te vendait des tokens. C'était comme une. Il reprenait vraiment le terme de IPO, quoi. Initial Public Offering. Bah là, c'était Initial Coin Offering.
Et il te disait, ben, tu vas être dans les premiers à participer à la création de ce protocole. Et moi, pour quelqu'un qui avait joué autant au poker, qui avait fait autant de forex, donc qui avait des notions de bankroll management et de risk management qui étaient quand même assez, je le connaissais, quoi. Et je l'avais à peu près mis en pratique. J'ai balancé tout ça par la fenêtre. Et d'un côté, il y avait l'euphorie. Et de l'autre côté, il y avait le fait que bah, pour moi, ça a été une révélation incroyable, la notion de décentralisation. Ce que promettait la plupart des ICO qui, moi, m'intéressaient à cette époque-là, c'était de prendre des réseaux d'information, de prendre des réseaux de création de valeur et de les décentraliser, donc de remettre de la valeur et du pouvoir de décision entre les mains des personnes qui les composaient. Donc vraiment, à cette époque, moi, je pensais à OK, on prend l'efficience d'Amazon. Par contre, plutôt que ce soit que Amazon qui dirige tout et qui prenne tout le cash qui est généré, eh bien, c'est toutes les personnes qui composent cette chaîne de valeur. Et pour moi, qui venais du droit et qui était un fan de tech depuis des années, c'était une révélation. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça l'avenir. Et je me suis j'ai complètement enlevé toute notion de sécurité et de préservation de mon capital. Et j'ai tout hold et je suis monté de 5 à 40 et de 40 à 2. Bon, 40 à 2, ça a mis un petit peu plus de temps. Mais, euh, mais ouais, ça a été une belle expérience, une belle expérience humaine, on va dire. Et du coup, les ICO dans lesquels tu es rentré, c'était des projets dans lesquels tu investissais par conviction et pas parce que c'était la hype du moment, Un peu des deux. un Un peu peu des des deux, deux, ok. pour être honnête. Il y a des trucs dont je me rappelle encore et qui sont encore là aujourd'hui. Par exemple, Request Finance. J'ai participé à l'ICO le prix du token, je sais pas où il en est, mais je sais il y a un produit qui est utilisé par beaucoup d'entreprises du secteur. Il y avait un autre truc qui s'appelait Power, euh, qui a continué de se développer aussi. Et il y en avait un dernier que j'ai oublié là. Ouais, j'ai oublié là, ça me reviendra pas. Mais il y avait un peu des deux, parce qu'il y avait d'un côté la beauté de ces projets-là et cette croyance vraiment très profonde que ça allait changer notre société à long terme. Et moi, je voulais y participer. Et d'un autre côté, bah, quand tu vois que n'importe quel projet dans lequel tu balances 400 balles, bah, ça se transforme en 2000 en quelques jours, bah, tu as envie de continuer, quoi. Surtout que tout le monde se bat pour rentrer. Donc ça crée cet effet de FOMO encore plus fort, ce qui est exactement la même chose que la crise des whitelists autour la crise des whitelists, autour des NFT. Ouais. Et, et donc c'était ouais, en même temps j'avais 25 ans, j'étais jeune entrepreneur, j'étais un peu tout fou à ce moment-là et j'avais ouais, en rétrospective, c'est complètement dingue. Et beaucoup, en plus de ça, t'as pas mal de gens autour de toi qui te disent, mais vends, garde-en un peu. Et tu leur dis, mais non, mais tu comprends rien, dans 6 mois, je suis millionnaire. Et en fait, non, pas du tout. Ouais, c'est toujours la question que Moi, j'ai pas connu de gros multiplicateurs bah, comme ce que tu as pu vivre. Et c'est vrai que je pense que je pourrais. Enfin, de toute façon, je pense qu'on est tous trop gourmands quand ça monte. Pourquoi ça monterait pas plus haut? Ouais, Mais quand tu vois, je sais pas, ton bag à 40 passer à 30, 25, tu dis quoi, que ça va remonter ou... ouais, 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 c'est ça, tu ouais. vas. Et il y a un truc qui est super important dans la psychologie humaine, c'est notre biais de confirmation. On a notre narratif dans notre tête qui nous dit quelque chose, parce que c'est ça qui nous, et c'est beaucoup lié à notre ego. Notre ego, il veut qu'on réussisse et du coup, il veut que nos décisions elles soient bonnes, donc on peut pas se tromper. Et plutôt que de regarder les signaux qui nous montrent qu'on pourrait ne pas être dans le vrai, il nous montre les signaux qui montrent qu'on l'est. Et du coup, ben, tu vois ton bac passer de 40 à 30, mais tu vois que la semaine dernière, il était passé de 35 à 32 et après il est remonté à 40. Et du coup, tu trouves une manière de le justifier comme ça. En plus de ça, moi, je m'étais mis à... des fois, je me mettais à... Ah, je me souviens d'un trade que j'avais fait de débile. Je sais plus si j'avais short ou long, mais j'avais fait un trade sur Bitfinex effet de levier
Et si je me rappelle encore, ça devait être un levier, c'était pas du x20, quoi. Et, et je pense que je devais avoir genre 3 000 balles de marge, un truc comme ça, alors que alors que mon bag n'était même plus, c'était plus de 10% de mon portefeuille total. Et je sais pas ce qui m'avait pris. C'était vraiment pour moi, c'était un peu la fin de l'euphorie. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé d'arrêter de toucher. Mais tout ça pour dire que, enfin, au final, quand tu es dans un bull run, ton bag, il va toujours grossir. Mais si tu ne profites que de la tendance de marché et que tu n'as pas une discipline et que tu n'as pas une rigueur et une stratégie que tu suis et que tu respectes, tu vas monter avec le marché, tu vas redescendre avec le marché, sûr et certain. Ouais, d'où l'importance d'avoir un plan, comme on l'entend souvent, avec une Ouais, vraie stratégie et s'y tenir. ouais, complètement. À chaque fois que tu rentres, tu dois avoir un plan de sortie. Et franchement, ça enlève un petit peu le côté romantique du truc. C'est un petit peu comme si tu te faisais pas confiance à toi-même. Et en fait, c'est justement ça. Il faut pas se faire confiance à soi-même. Il faut se dire, OK, là, je pose un cas. Et après, OK, à 10%, je reprends une partie, à 50, à 100. Bon, après, c'est un peu plus compliqué quand tu es en bull run parce que du coup, est-ce que tu sors quand tu as fait 50% de bénéf, 100%? Enfin, il faut, en étant investisseur, il faut vraiment avoir une notion de son profil de risque. Si tu es quelqu'un qui a un profil de risque qui est très élevé, tu prends un petit peu plus de risques. Si tu as un profil de risque qui est moins élevé, ben tu prends un petit peu moins et tu sécurises un peu plus rapidement, quoi. Ouais, ouais, prendre ses profits, on l'entend trop souvent. Et ouais, et trop et pas assez. C'est ça. Et du coup, entre 2017 et 2021, tu as un petit trou au niveau NFT, mais tu gardes du coup un nez dans la crypto avec les ICO. Je garde un nez dans la crypto pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai toujours un petit peu suivi le truc, même si j'y passais plus beaucoup de temps. Mon Twitter, il était quand même toujours actif. Un autre Twitter avant celui-là, et donc je regardais un petit peu ce qui se passait. Et surtout, je m'étais retrouvé à donner des cours sur la blockchain, la tokenomics dans une école de commerce. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans, et ça m'a fait garder un œil dans l'écosystème. Et en plus de ça, il m'est arrivé de faire des petites conférences ça et là pour parler de ça. Donc tout ça mis bout à bout, et le fait que j'avais toujours un portefeuille qui, ouais, pendant 2 ans a oscillé entre 1500 balles et 4000. Donc je gardais un regard. Et le gros retour, il s'est fait pour moi octobre-novembre 2020, juste après DeFi Summer. Et là, j'ai fait, je sais pas, 8 mois à fond dans la DeFi. Donc j'ai surfé, j'avais aussi rééquilibré mon portefeuille en bas du bull market. J'étais vraiment sorti des actifs où j'avais plus aucune, aucune confiance, aucune croyance. C'était un petit peu plus facile parce que c'était des tokens fongibles, donc il y avait des pools de liquidité. Ce serait un peu plus facile que de faire avec des NFT. Euh, et là, ça a été un petit peu la même chose où j'ai pris des bonnes décisions pendant quelques mois. J'ai pris des décisions complètement cons aussi. Et là, ça s'est fait un petit peu différemment. J'ai fait beaucoup de DeFi jusqu'à, je sais pas, à mai, je pense, mai, juin. C'est là que j'ai commencé à retomber sur les NFT, à comprendre ce qui se passait. Et c'est aussi là, moi j'étais entrepreneur depuis 2017. Au même moment que je découvre la crypto, j'ai créé mon entreprise en France. Et je commençais à en avoir vraiment marre de ce que je faisais. Et en plus, j'étais dans un marché qui a été très affecté par le Covid. Donc, on avait beau faire tous les efforts du monde. Il y avait un moment où on avait plein de clients, plein de réussites. Et 3 mois plus tard, c'était plus la même chose. Et en fait, après 4 ans à se battre, un peu marre. Et c'est là que je me suis dit, ah tiens, j'ai bien envie de lancer quelque chose dans
dans le Web3, de mettre en pratique tout ce que j'ai appris en tant qu'entrepreneur et tout ce que j'ai vu en termes de tokenomics dans la DeFi, en termes de création de projets. Et, hum, et du coup, j'ai embarqué un pote et on a lancé un projet en, qui a commencé autour de août-septembre 2021. Dans l'NFT, Et du là, coup? ça a été autour des NFT, ouais. Ouais, ok. Mais pas directement. On n'a pas créé de NFT nous-mêmes. On a créé une DAO et on achetait des NFT. Ok. Et cette DAO qui était gouvernée par un token. Et là, moi, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de. Bah, il s'est passé deux choses. Un, la majorité des profits que j'avais faits, je les ai rebasculés, je les ai réinvestis là-dedans. Mais il s'avère que pas longtemps avant la création et le lancement de la première levée de fonds pour cette DAO, je me suis fait hack. Un gros moment de faiblesse. J'étais complètement épuisé et ça faisait 6 ans, combien? 5 ans que j'étais dans la crypto à cette époque, 4 ans, 5 ans. Et donc, tout ça pour dire que ça peut vraiment arriver à tout le monde et de pas utiliser de Ledger ou autre, c'est vraiment s'exposer à ça. Et du coup, à ce moment-là, j'ai vraiment, moi, arrêté d'investir et je me suis concentré à 100% sur la création de ce projet-là. Ok. Et la DAO, c'était quoi le but? C'était d'investir à plusieurs? Ouais, c'est ça. Ok. On s'est un petit peu amusé. On a créé un token fongible qui avait une taxe de transaction qu'on, donc à chaque fois que le token était acheté ou vendu, on récupérait un petit peu d'argent qui allait dans le pot commun et tous ensemble, on investissait dans des NFT. Et donc, on a surfé la fin du bull market. Donc, on a vécu, franchement, entre septembre 2021 et juin 2022, ça a été franchement dingue. Beaucoup de, on a bien kiffé, on a bien stressé. J'étais tout seul au début. Mon pote qui m'a rejoint et en quelques mois, on est monté à une équipe de 15. On est parti de 250K de market cap, on est monté jusqu'à 4,5 millions. Des 15 000 balles d'investissement initiaux en NFT, on a monté un portefeuille jusqu'à 450 000 à peu près. On a redistribué pas mal d'argent aux détenteurs de la DAO. Tout ça en mode vraiment complètement décentralisé. C'était assez, assez fou cette époque. Et on a beaucoup appris. Et l'idée, c'était de se mettre d'accord avec les membres de la DAO sur le type de collection sur lequel vous allez investir et faire un achat-revente pour en tirer des profits, ou c'était de conserver les NFT pour valoriser peut-être la On, DAO? on a beaucoup, on a pas mal changé de stratégie. Parce qu'au début, on était parti sur un modèle hyper décentralisé où tout le monde peut suggérer quelque chose et tout le monde peut voter dessus. Sauf on a vite fait face au fait que, en fait, quelqu'un qui propose un investissement dans un, s- on était plus dans le bull market, mais on n'était pas complètement sorti. Donc, t'avais un peu encore cette croyance auprès de tout le monde que tout pouvait monter. Et du coup, on a fait de très bons investissements comme ça, mais on a fait de terribles investissements comme ça aussi. Tu vois, par exemple, on a max minté Alien Friends et on en a acheté 10 de plus sur le marché secondaire et on les a ride de quasiment gratuits jusqu'à quasiment 3 Ethers. Donc complètement fou. Purée. Et par contre, à côté de ça, à côté de ça, par contre, on a fait d'autres investissements qui étaient vraiment moyens. Et on avait plus la stratégie d'investir et de garder les meilleurs pour valoriser notre DAO. Mais on essayait de faire un petit peu de profiter aussi des tendances de marché. Mais Ok. honnêtement, ça a été surtout une sacrée expérience d'apprentissage. Parce qu'on a appris énormément sur construire avec de la blockchain, sur gérer une équipe décentralisée et sur les notions de décentralisation. Et ce que je suis en train de construire depuis un peu plus d'un an là, je le mentionne très très vite au passage parfois, mais voilà, c'est une évolution de cette DAO qui va beaucoup plus loin et beaucoup plus profond, surtout
dans des notions de décentralisation. Et moi, ce qui me tient à cœur et ce qui nous tenait à cœur aux personnes qui étaient encore dans le projet à ce moment-là, ça a été, c'était cette notion d'offrir des opportunités à des gens qui ne les auraient pas forcément, et notamment à cause de là où ils sont sur la planète. Parce que si si t'es en Afrique, que tu gagnes 250 dollars par mois, tes capacités d'investissement sont pas les mêmes et donc tes capacités d'accès à l'opportunité sont pas les mêmes. Et nous, c'était un petit peu ce qu'on essayait de tacler avec cette DAO. Et on a gardé ça qui est devenu notre étoile du Nord. Et depuis ouais, un peu plus d'un an, on travaille à un écosystème qui a ça comme cible, de créer un écosystème basé, qui utilise des technologies Web3 et qui permettrait à des personnes, où qu'elles soient dans la planète, d'avoir un meilleur accès à de l'opportunité. Ok, ça marche. On aura le temps sûrement d'y revenir juste après. Et Avec grand plaisir. du coup, pour peut-être parler de ta PFP et du coup de la Ouais. collection qui nous lie, qui est la collection Clonix du studio Artefact, euh, pourquoi c'est aujourd'hui ta PFP? Pourquoi tu as investi dans le projet et à quel moment? Moi, je l'ai acheté en... À mon avis, il y a tout juste un an. Ça doit être vraiment pas loin, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, c'était clairement parce que bon, déjà, c'était pas le bon moment parce que je me suis pris quoi, 80% de plus de 80, ouais, 85% dans les dents depuis l'achat. Et mais à ce moment-là, c'était parce que justement, on commençait déjà à travailler sur le podcast avec l'équipe a un petit peu évolué depuis, mais avec les personnes qui étaient dans l'équipe à ce moment-là. Et je voyais Clonix comme étant la meilleure communauté à l'intérieur de laquelle lancer ça. Ok, donc le podcast il s'appelle The Polymath Experience. On C'est mettra ça. sûrement les liens en description pour Plaisir. ceux que ça intéresse. Trop bien. Et, et c'était la meilleure communauté. Pourquoi? Parce que tu avais ce côté création d'un avatar Web3 ou même au-delà de ça, c'était la communauté en elle-même. Il y avait, bah déjà, il y avait, c'était une des seules communautés qui te permettait avec le fameux filtre Snapchat, de te filmer en réalité augmentée. Donc, c'était un super moyen de lancer un podcast en pseudonymat un petit peu avancé. Et ça, c'était un gros point vendeur pour moi. Et il y avait cette perception, en tout cas, que c'était une belle communauté au sein de laquelle créer. Et j'avais l'impression que j'aurais peut-être le soutien de cette communauté-là en lançant un truc dans l'écosystème. Mais ça s'est pas vraiment matérialisé par la suite. Aider à quel niveau? De mettre en avant le podcast. Ben, ouais, Ou- tu sais, je m'attendais vraiment, j'avais l'impression en tout cas à ce moment-là que c'était un peu une tribu et en y rentrant, tu faisais partie de la tribu et que étaient célébrées les, hum, les initiatives des gens qui faisaient partie de la tribu. Et en Ouais, fait, ben pas trop, voire je pas du tout. vois. Donc un peu déçu de ce côté-là, quoi. Puis en plus, c'est rentré. Je suis rentré un peu plus tard, parce que je suis devenu holder fin janvier, donc Ouais, 4 mois plus tard. Et c'est vrai qu'il y a il y a eu tout l'épisode de FUD fin 2022, début 2023 avec les monolithes, etc. C'est vrai que ça n'a ouais. pas dû aider non plus entre guillemets, ton intégration. C'est peut-être pas Ouais, la non. période idéale, mais bon, tu peux pas le savoir. Ben, et c'est déjà ça me fait prendre conscience que toi, bravo, parce que t'es rentré vraiment au meilleur moment en fait. Bah, je sais pas, par rapport au floor price actuel, pas sûr, mais Le floor price était à combien à ce moment-là? moi je suis rentré à 5 mois. Ah ouais, non, donc ça a encore pris. Moi, je suis rentré à. Le mien, je l'ai payé 7,9 je crois. Ouais, ce que j'avais Donc beaucoup pareil. regardé courant novembre, courant décembre, et ouais, le floor price était autour des 7-8 à cette époque de mémoire. Et si t'en voulais un peu, on y reviendra peut-être après, je sais pas si tu l'as choisi ou si t'as pris... Ah non, moi, je l'ai choisi. Ouais, si t'as J'ai pris aussi... choisi, j'ai négocié pendant des jours avec avec le détenteur et tout. Ouais, ouais.
Ouais, est-ce que tu là, bon, soit en prendre un au floor price, mais qui nous conviennent pas forcément, soit aussi rechercher des traits spécifiques, mais ça pouvait vite s'emballer aussi au niveau du prix. Donc toi, Ouais. tu l'as négocié, tu l'avais repéré et tu l'as négocié. Moi, je l'ai adoré, c'était moi. Vraiment, pendant quelques jours, j'attendais une rentrée de liquidité et je le montrais à ma copine qui a rien à voir avec ça, je lui montrais, elle disait, ah, mais ouais, enfin, c'est toi, quoi. Ouais. Donc, il y avait aucun doute. Je crois que j'hésitais avec un ou deux autres, peut-être, mais, mais non, ouais, c'était un peu une évidence. Toi, pareil? Non, moi j'en ai pris un plutôt floor price parce que ceux que j'aimais bien, ils étaient beaucoup plus chers à deux trois éthers de plus. Ah Les ouais, caractéristiques que j'aimais bien, j'aime beaucoup les lunettes de soleil Bitcoin. ok. Elles me fument. Ça, c'était pas donné. Et après, t'avais, si tu voulais, une coupe de cheveux particulière où j'aimais bien aussi la veste blanche de cosmonaute un peu. Je vois pas Euh, tout à fait. bon, bref, mais du coup, ça coûtait deux trois éthers. En fait, je me suis résigné à plutôt prendre un floor price. Par contre, j'ai regardé Ok. le floor pendant des semaines jusqu'à temps d'en trouver un qui me convenait très bien, qui est ma PFP actuelle d'ailleurs, pour faire mon choix. Ouais, il est cool. Il est Mais très c'est vrai qu'il y cool. a tellement de traits, etc., que ouais, soit t'as un coup de cœur comme toi, soit on peut chercher pendant des jours, des jours et des jours. Il y a même des traits, des fois, que je découvre en faisant des podcasts avec d'autres holders, ça c'est fou, hein. Mais attends, je juste, parce que du coup, ça m'a inspiré, ça m'a fait retourner voir le. Ah, j'ai pas le droit de partager mon écran. J'ai retrouvé ceux que j'avais mis en favori à cette époque-là. Et moi, c'était les cheveux Yu-Gi-Oh! Que j'adorais. Ok, pas mal. J'aurais beaucoup aimé avoir. Ok, donc ouais, tu rentres en octobre, donc dans cette collection précise. Tu choisis du coup ton clone. Et est-ce que tu as... donc t'es rentré plutôt pour la communauté. Est-ce que tu es aussi rentré dans d'autres collections du studio Artefact? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Parfois, on peut même se demander s'il n'y en a pas trop parce qu'on est vite un peu perdu. Ou est-ce que tu as simplement, entre guillemets, ton clone, même si c'est déjà beaucoup? J'ai reçu le airdrop Animus que j'ai Ouais, ok. vendu par la suite. Mais sinon, non. Par contre, là, je pense que dans les semaines qui arrivent, je vais me prendre des dunks parce que j'ai très très envie de participer au airdrop et probablement essayer d'avoir deux paires. Enfin, Ah, pas au airdrop, mais au forge. je suis exactement comme toi. J'ai Ah pas eu ouais. le airdrop de l'Animus, je suis arrivé après. J'ai rien d'autre, mais par contre, les dunks, là, elles sont Ah tentantes. ouais. Elles font trop envie et ça fait plaisir parce que il y a eu énormément de FUD autour de Artefact et on se demandait, vu que ils ont pris une manière très très corporate de communiquer, ils communiquent pas trop. Ils communiquent vraiment sur des gros événements. Ils sont pas vraiment en contact de leur communauté directe, comme on pourrait le voir dans d'autres écosystèmes Web3. Mais c'est un truc que, avec lequel moi j'ai fait la paix parce que je comprends qu'ils font les choses à leur manière et que bah, mine de rien, d'avoir le soutien de Nike, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Mais ils ont prouvé là avec ce drop qu'ils ont bien écouté. Hmm. Et Et de plus en plus, moi, j'ai très envie de m'acheter d'autres Clonix là dans les semaines qui arrivent. Ah, je m'étais fait la réflexion quand le floor price était descendu au plus bas, je crois on était autour des 1,10 ou 1,15 il y a quelques semaines. Ouais. Et je m'étais dit, ouais, si ça touche les 1, j'en reprends un aussi. Ou même aller chercher peut-être un ADN un peu plus rare, comme les anges ou les démons qui peuvent sembler abordables par rapport à peut-être avant où les écarts étaient plus importants. Euh, toi, Moi, c'est si t'en reprends un, Murakami Drip. ouais, ouais, t'as ça aussi ouais, qui peut être tentant. Toi, c'est vers ça que tu te dirigerais? J'aime bien les anges, mais la raison pour laquelle je veux Murakami Drip, c'est pour avoir les drops de vêtements. Ouais, Murakami, du coup. Murakami, ouais. Mais les clones, les anges sont vraiment stylés aussi. Bah, Et moi, là, t'as des anges mais pardon, je t'interromps, mais t'as des vas-y. anges qui seraient tellement inatteignables en période de bull run.
et qui là sont pas loin du floor. Enfin, ça fait rêver, quoi. Et c'est vrai que moi, je les trouve vraiment pour un prix similaire. Enfin, ils sont généralement un petit peu au-dessus, mais je trouve les anges beaucoup plus beaux que les démons. Les démons, moi, j'ai un peu de mal. Les démons, ils ont un peu foiré, je trouve. Ouais, ils font peur, quoi. Ouais, un peu. Ouais. Ils font peur. Ils sont pas super sexy. Et toi, ta vision sur... bon, c'est même une vision assez globale sur tous les NFT, mais qu'est-ce que tu penses d'une collection, par exemple, comme artefact? Demain, s'il y a un bull run, même si bon, on a encore moins d'historique dans les NFT que dans les cryptos, est-ce que tu penses que c'est une collection dont le floor price augmentera, ira chercher de nouveau son ATH ou qui se stabilisera sur un espèce d'entre-deux? C'est quoi ta vision là-dessus? Je pense que c'est très très dur à dire. Hmm. La seule, ma théorie sur Artefact, c'est que dans 15 ans, ça sera un collectible que tous les fans de streetwear s'arracheront et qui aura, enfin, quand tu vois, bon, ça n'a rien à voir, hein, mais quand tu vois l'industrie des montres où tu as Rolex qui vend quasiment 1 million de montres par an et où les prix augmentent ou augmentaient, ça s'est un petit peu calmé, ben là, tu as quelque chose qui est extrêmement rare parce que 20 000 à l'échelle de 8 milliards, c'est minuscule. Je sais pas exactement combien de personnes s'identifient comme des consommateurs de streetwear, mais je vois bien Artefact et les Clonix s'imposer comme le, euh, le collectible de référence. Et donc, dans 10 15 ans, j'aurais pas de mal à les voir à des prix se stabiliser sur du, je sais pas, je dis vraiment des prix à l'arrache, faut pas du tout le prendre comme de investment advice, bien entendu, mais ça serait pas déconnant que ça aille sur des 40 50 60 000 et plus. Hmm. Euh, Après, pour le prochain bull run, c'est trop dur à dire parce que ils sont très intelligents, ils sont quand même relativement Web3 native et du coup, ils ont un bon ressenti sur le marché, même si ça s'est pas trop prouvé cette dernière année. Et donc, ils pourraient aussi faire des trucs qui leur permettent de surfer la vague et d'aller bah, mine de rien, capitaliser parce que je pense qu'il y aura d'autres marketplaces qui vont pointer le bout de leur nez, qui essaieront de enforce les royalties. Je pense que cette opportunité va ressortir à un moment ou à un autre. Et, et donc, j'aurais pas de mal à les voir faire des choses qui les font soit directement pour les clones, soit euh, des objets connexes à les taper des belles perfs aussi. Mais c'est trop dur à dire un oui sûr ou un non sûr. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Moi, je trouve qu'il y a... En fait, c'est le débat qui est parfois amené sur la table qui me semble un peu curieux de dire que les NFT, notamment les PFP, sont mortes, entre guillemets, euh, dans le sens où demain, si adoption de masse il y aura sûrement, bah, tout le monde aura envie de s'identifier ou d'aura envie d'avoir une identité Web3. Donc, je vois pas comment on peut penser que les PFP soient mortes. Et que les plus grosses collections, bah, compte tenu jusqu'à aujourd'hui, seront sûrement aussi de gros acteurs de demain, peut-être pas les plus grands, mais il y a de fortes chances avec l'historique qui se crée que ce soit le cas. Quand les gens disent les PFP sont mortes, il faut pas entendre toutes les PFP sont mortes, il faut entendre la méta des PFP est morte. Et sur les 2 dernières années du bull run ou sur la dernière année et demie du bull run, si tu sortais un projet PFP avec un bon marketing, avec un bon design, tu pouvais performer et tu pouvais gagner beaucoup d'argent et créer une communauté. Je suis d'accord sur le fait que cette méta est morte. Mm. J'ai du mal à imaginer qu'on reverra des projets se relancer sur cette fondation-là. Par contre, je pense que le top 1%, entre le top 1% et le top 5%, qui ne seront pas morts, qui auront gardé une trésorerie, qui auront continué
de construire, qui auront continué de rester au contact avec leur communauté, eux seront pas morts. Et eux, ben, se seront servis de cette méta-là pour aller vers d'autres choses. Basie sera jamais mort. Est-ce qu'ils iront retaper des 100 Ethers au prochain bull run? Je sais pas. Mais ça existera toujours, ils seront toujours là, ils vont s'inscrire comme les OGs des OGs dans un écosystème qui est en train de se créer et qui est de plus en plus large mois après mois. Donc non, non, ça fait pas de doute que je pense pas que Clonex est mort, et loin de là. Comme je dis, je pense que je suis incertain sur le court et le moyen terme, je suis assez certain sur le long terme. Et c'est, tu vois, si j'avais un portefeuille aujourd'hui à me créer avec, je sais pas moi, 100K, je pense que Clonix ouais, représenterait bien un bon petit 10% de ce portefeuille-là, tu vois. Hmm, ok. Ouais, c'est intéressant comme point de vue, je suis assez d'accord. Et pour finir sur Clonix, toi, tu vois comment le fait que Nike soit derrière? Parce que les avis sont un peu partagés là-dessus. On n'a pas à avoir notre avis, hein. C'est comme ça. Si on a acheté après, on a signé pour. Si on a acheté avant, je pense que c'était une bonne nouvelle parce que ça a dû. Je sais plus exactement quand a eu lieu cette nouvelle, mais ça pouvait être que bénéfique en période de bull run. Et maintenant, c'est comme ça. Et je trouve ça, je trouve ça en tant qu'entrepreneur, je trouve ça un beau gage de confiance parce que Nike, ils ont pas, c'est pas une machine à acquisition. Quand ils ont acheté des choses, ils en ont fait de super marques, de super choses. Enfin, tu vois, je sais plus quand j'avais vu ça, mais Artefact s'inscrit à côté de Converse et de Jordan, quoi. Et Jordan, c'est un monstre du retail sport et Converse aussi. Et donc, ça a un impact sur leur pratique, sur leur manière de faire les choses, sur leur communication. Et ça, je peux comprendre que ça gêne. Mais c'est aussi un sacré gage qui fait que leurs chances de se planter sont bien moindres que la majorité des autres projets NFT. Hmm, clairement, clairement. Toi, c'est quoi ton Euh, avis? Bah moi j'ai acheté après, donc je crois que c'est l'acquisition, c'était fin 2021, je pense. Décembre, un truc comme ça. Ok. Mais ouais, je vois plutôt ça d'un bon œil, euh, parce que je suis aussi persuadé que l'adoption de masse se fera avec des gros acteurs du Web 2, du moins ça ira plus vite, ou ce sera un des axes importants de l'adoption de masse. Et je pense pas que tu fasses ce genre d'acquisition. Enfin, ça reste des entreprises qui ont des idées derrière la tête, et qui font pas ça pour se faire plaisir, et qu'il y a une idée derrière et que c'est backé par une grosse structure. J'aime déjà Nike à la base, donc pour moi ça semblait déjà en plus assez évident. Et pour revenir un Ouais. peu sur les dunks qu'on a évoqués, moi je comprends pas aujourd'hui que les sneakers addicts aient mis trop le nez dedans et que la frontière est très mince. Tu Donc comprends après pas c'est la qu'ils mienne aient mis trop qu'ils aient mis trop le nez dedans? Moi, je suis pas un grand, je suis pas trop l'actualité des ventes de sneakers sur des collections plus classiques, mais j'ai pas l'impression que tu es des collectionneurs de sneakers IRL qui soient trop intéressés au modèle d'artefact. Je me trompe peut-être, hein, mais Je pense que ben, je sais pas non plus, ça vaudrait le coup de creuser, mais j'ai l'impression, tu sais, ça dit quelque chose, la courbe d'adoption. Tu sais, tu commences par les innovators et après les early adopters et après tu as early majority, je crois. Ça dit ok. quelque chose? Bah, Non, je pense t'iras voir pas. cette notion-là. Ok, En gros, dès que tu as un nouveau marché qui est en train de se créer, la mécanique est toujours la même. Tu commences par les innovators, qui sont les premiers sur le coup, mais qui sont un petit nombre. Et eux, s'ils l'adoptent, ben, ça va aller vers la deuxième catégorie, qui est les early adopters. ouais, c'est ça. Et, Ouais, je suis devant un et graphique là, du là, coup, je ouais. pense que OK. Et ben là, je pense que c'est un petit peu la même chose où nous, on était les innovators.
les gens qui sont vraiment à la rencontre entre le Web3 et qui s'intéressent au streetwear. Et moi, je m'intéressais pas vraiment au streetwear à la base, mais du coup, ça me fait m'intéresser un peu plus. Et, et là, eh ben, c'est en train d'aller sur le marché plus streetwear. Du coup, c'est en train de rentrer par la porte de ceux qui sont priorité streetwear, mais qui s'intéressent quand même un petit peu à ce qui se passe du côté tech et du côté Web3. Et du coup, ben, petit à petit, ça va gagner des parts de marché comme ça. Et enfin, il y a quand même LeBron James qui a été vu en portant des Genesis. Et il y a, c'est Taiga qui a sorti un album, je crois, où sur sa cover, il est en train de porter les iPhones aussi. Donc, Mm. donc le travail est en train d'être fait, mais ça prend un petit peu de temps, mais j'ai pas de doute là-dessus. Et rien qu'en disant ça, ça me renforce dans l'idée de continuer Ouais, non, mais d'acheter des clairement. clones. Ouais. Il y a eu- Je crois qu'il y a eu Serena Williams aussi qui a eu le sien, qui a eu son clone. Ouais, il y a eu Ah quelques-uns, ouais. ouais? Ouais, ouais, il y a eu plusieurs sportifs. Je crois que Serena en fait partie. Ok. Euh, bon, bah super. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur Artefact, mais sinon, ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce que tu as aussi développé après la DAO que tu as évoqué tout à l'heure. Hmm. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en plus du podcast? Euh, Ben, je communique pas encore trop sur l'évolution de la DAO, sur ce qu'elle est en train de devenir. On l'a communiqué un petit peu à notre communauté, mais Du c'est coup, un c'est un truc qui est projet assez, qui a toujours continué finalement. ouais, un peu, Ok. qui a changé. Ben, mon cofondateur initial était là pour les premiers mois de réflexion. On a été trois, voire quatre, mais après, eux ont dû aller vaquer à leurs occupations. Je me suis retrouvé seul à mener ça pendant quelques mois. Et en février dernier, j'ai commencé à en parler à d'autres gens. Et le taux de conversion des personnes à qui j'en parlais qui voulaient participer était mais incroyable. Euh, Enfin, c'était plus de 80%. Et donc, fin, vers mai-juin, on a commencé un processus, en fait, de finalisation un petit peu de tout ce qu'on avait en cours. Donc, il nous fallait finaliser les tokenomics, il nous fallait finaliser ce qu'on allait vouloir avoir sur la plateforme en MVP. Il y a une grosse couche gamification et il fallait aussi qu'on, entre guillemets, écrème un petit peu l'équipe parce qu'on était 25 engagés dans ce processus, parce que c'était beaucoup trop de gens. Et il y avait des gens qui étaient méga investis, il y avait des gens qui l'étaient moins. Et en fait, la différence était trop importante, donc il a fallu qu'on réduise un petit peu le groupe. Et là, au cours de l'été, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on est un groupe cœur de 7-8 personnes, avec autour de nous une dizaine de personnes qui participent, qui seront des participants à l'écosystème. Et à côté de ça, on a aussi déjà commencé à travailler sur l'onboarding. Ça va être basé sur des communautés. Donc, on a déjà commencé à parler à des gens qui voudraient intégrer l'écosystème et amener leur communauté. Il y aura aussi des business dans l'écosystème. Et donc, on a déjà commencé l'onboarding, on a commencé à développer certains business. Tu vois, par exemple, bah, mon podcast, le Polymath Experience, sera un des premiers business de l'écosystème. Mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'on est aussi en train d'onboarder des business qui n'ont rien à voir avec le Web3 et qui vont se plugger à notre écosystème parce qu'ils croient en la vision qu'on a de créer un écosystème qui unit les gens et qui ouvre à la possibilité d'accéder à l'opportunité. Et donc, je pense qu'on sera dans les premiers à bridge ce gap-là de cette manière. Donc, ouais, les prochains mois sont assez excitants de ce point de vue-là. Ok. Et ton but, toi, avec ton podcast, c'était lequel? Parce que je crois en plus tu interviews à la fois en français et à la fois en anglais. Ouais, bah on a commencé en anglais parce que c'est là qu'est la majorité de mon réseau et parce que j'ai envie que ce soit quelque chose d'international et Mhm. qui unifie, pardon. Mais
En fait, les autres personnes de mon équipe sont aussi françaises. On a beaucoup de notre communauté collective entre les gens de l'équipe et les gens qui nous sont proches qui sont quand même français et ben, qui aimaient l'idée d'avoir du contenu en français. Donc on les a entendus. Il s'avère qu'on a aussi un très bon réseau en France et, et on les a entendus et du coup on s'est dit ok on va commencer à faire des épisodes en français aussi. Et donc on a sorti le premier hier. Mais le but à l'avenir, et on est aussi en train de se rapprocher potentiellement d'autres acteurs médias français, enfin, d'un autre principalement. Et ouais, notre objectif, moi personnellement, c'est un rôle que j'adore. J'adore enregistrer des podcasts, j'adore découvrir de nouvelles personnes, et je compte bien devenir des hôtes de podcasts de référence de l'écosystème. Euh, et pour le podcast en lui-même, on est en train de créer un podcast qui sera décentralisé, qui appartiendra aussi à nos super listeners qui participent déjà aujourd'hui à son développement et qui vont continuer. Et donc, je le vois bien devenir à l'avenir le fer de lance d'un écosystème média un petit peu plus large, enfin le fer de lance ou un des fers de lance auprès d'autres médias, mais que ça soit qui fasse partie d'un groupement décentralisé et qui partage ses valeurs toujours on est quand même, moi personnellement, les gens qui sont dans l'équipe, les gens avec lesquels je suis en contact aujourd'hui, on est quand même très porté sur les valeurs cypherpunk, c'est de véritable décentralisation et de véritable unité. On n'est pas là pour simplement l'appât du gain. Et, et donc, il y a de la place pour la création de médias dans ce genre-là. Yes, et sur la comment dire, décentralisation du podcast et d'en donner la propriété au monde de la DAO, enfin je crois que c'est ça, hein, de ce que j'ai compris. Ouais. Euh, c'est quoi, c'est comment, d'un point de vue technique, tu le fais, c'est que tu tokenises chaque épisode ou, Non. Non, ou le c'est podcast en général plutôt, peut-être, non? ce qu'on va. Bon, alors déjà, c'est toujours en conversation, c'est quelque chose qui est encore en train d'évoluer, qui n'est pas finalisé, qui se précise quand même, parce que ça fait un bail qu'on y réfléchit. Mais l'idée, c'est plus de réfléchir ce podcast comme un business qui est composé de tâches qui sont réalisées par différentes personnes. Et c'est plutôt ces tâches qui, entre guillemets, on va tokeniser, même si ça va pas véritablement être de la tokenisation, parce on va simplement probablement par le biais de systèmes plutôt de jeu, euh, déterminer en fait qui sont les personnes qui contribuent et trouver des manières transparentes et efficaces de leur retourner une partie de la valeur qui sera générée. Ok, ok, ça marche. Et pour revenir d'ailleurs sur les NFT, je t'ai pas posé cette question-là, mais pour refaire une parenthèse, t'es investi sur d'autres collections? Non, pas Ou... vraiment. Ok, Pas, 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 pas vraiment, pas directement trop concentré sur ton ce que projet je plutôt. Ouais. construis. Mhm. Mais Clonix, je réfléchis très sincèrement à l'achat futur. Bon, pas tout de suite parce que j'ai pas la liquidité, mais j'aimerais beaucoup acheter un Pudgy Penguin. Ok, Ça fait plusieurs mois que ça me trotte en tête. Et je crois que c'est à peu près tout. Non, j'ai deux Grail NFT que je voudrais avoir, un CryptoPunk et j'aimerais beaucoup avoir un Fidenza un jour. ok. Mais pour ça, il va falloir que les projets marchent très bien. Plus que bien. Et puis ils sont sûrement plus chers demain qu'à l'heure actuelle, peut-être Non, aussi. non, ne me dis pas ça. Ça va aller, ça va le faire. Bon, ça marche. Et, euh, et du coup, pour revenir sur le podcast, ouais, les personnes que tu accueilles, du coup, c'est les personnes de ton réseau. C'est quoi les types de profils que tu cherches à accueillir sur ton média?
J'ai pas une liste de critères. Mon seul critère, c'est quelqu'un. Bon, déjà, on reste dans notre niche Web3 pour l'instant, Ouais, mais le seul critère, c'est des gens avec qui je kifferais avoir une conversation. ok. Donc, peu importe, on essaye de faire en sorte qu'ils aient quand même une audience parce on a un objectif de croissance aujourd'hui pour arriver à rentabilité plus à court terme qu'à long terme. Mais c'est pas le plus gros facteur, mais vraiment, moi, je vais faire une première rencontre avec la personne et il faut que je me dise, ouais, j'ai carrément envie d'aller passer 2 heures avec cette personne et à la découvrir plus. Donc, c'est le seul véritable critère. Ok, ça marche. Top. Top. Bah, écoute, tu as presque répondu à une de mes questions de fin, mais tu n'avais pas voulu les entendre avant, donc c'est pas très grave. Mais du coup, on va se diriger vers la conclusion de ce podcast. Et j'aime du coup poser trois questions à mes invités. Et la première à laquelle tu as un petit peu répondu, c'est si demain tu avais budget limité, bah, quel serait le NFT que tu achèterais? Ça serait un punk avec un hoodie, avec un pull avec la capuche. Ok, je vois, ouais. Iconique cela. Ouais. Bon, c'est marrant, la collection elle fait vraiment l'unanimité. Je pensais pas. Bon, c'est vraiment la collection qui ressort 3 fois sur 4 quand je pose la question auprès de mes Hein, invités. c'est la question, c'est la collection. Enfin, elle est historique, quoi. C'est comme si tu pouvais aller acheter un Delacroix ou un Van Gogh à l'époque où ça venait d'être créé. Et on le sait tous, on le voit tous. C'est un futur auquel on croit. Et enfin, je sais pas moi, esthétiquement, j'adore. Ouais, je suis moins fan de l'esthétique, mais pour ce que ça représente, ouais, c'est sûr que c'est fort. J'avais Je entendu comprends. quelqu'un qui disait un CryptoPunk, ça ira plus vite à 1 million que le Bitcoin. Je pourrais être d'accord, ouais. Ça peut se tenir, en tout cas, ça se défend. Ça se Ouais, complètement. défend. Ça marche. Alors, la deuxième question que je pose, c'est de savoir quelle personne tu aimerais bien voir sur le podcast, si je devais inviter quelqu'un. Ici, sur le tien? Sur le mien, ouais. Euh, c'est une bonne question. Ah, je t'avais prévenu, comme je ne vous les donne pas en avance, je vous prends de court, Ouais, les ouais, invités. non, tu pourras couper le blanc si tu veux, mais j'essaie de penser à. En vrai, tu pourrais réfléchir à avoir Livuxu qui est mon cofondateur, qui est quelqu'un de bien vu et respecté dans l'écosystème français. Ok, carrément. Bah, écoute, je note, hein. Note, Ça va enrichir ma liste d'invités, puis je te le solliciterai avec grand pour plaisir. pour le contacter. Top. Et avec ton expérience, et en plus, tu en as pas mal en étant rentré dans l'écosystème en 2017, donc ça a commencé à faire un moment à l'échelle du Web3. Quel serait le conseil que tu partagerais à ceux qui nous écouteraient? Pour le prochain bull run, tu veux dire? Ou en règle générale, Ou en dans le général? Web3, ouais, en général. Là, comme ça, en imaginant le prochain bull run, c'est de garder les pieds sur terre. Ok, les chiffres sont fous, ok, l'excitation est au summum, mais tout ce qui monte redescend à un moment ou à un autre, donc garde les pieds sur terre. Parce que toi, au final, tu as connu 2 cycles. Ouais, Et ouais, comment ouais. tu as approché le deuxième par rapport au premier? Euh, je l'ai approché en me rendant compte que je suis par nature pas un bon investisseur pour moi-même et que moi, il vaut mieux que je construise et que si j'achète des choses, il faut que j'achète des choses qui me tiennent vraiment à cœur et probablement que je garderai ou alors avec plus d'intention pour en sachant, ok, ça c'est vraiment un investissement et voilà à quel moment je le vends. Maintenant, j'ai un indicateur que je suivrai au prochain bull run qui permet d'avoir une bonne idée de où on en est dans le cycle. Et je pense que je l'observerai et quand j'estime qu'on s'approche des entre 70 et 85% de ce run en particulier,
et ben je vendrai mes actifs. Ça, c'est plus pour les non fongibles. Et pour ce qui est fongible, je vais avoir aussi une stratégie bien précise en tête de cash out que j'ai pas du tout. J'ai été un petit peu pris de court par le dernier bull run. J'avais pas vraiment l'impression d'être dans un bull run parce qu'il y avait pas du tout les mêmes sensations. Et, hum, et j'ai l'impression que je me suis pas vraiment posé la question entre le passage de la DeFi au NFT, puis à la construction de mon projet, avec mon hack qui a eu lieu au milieu. J'ai pas vraiment eu l'occasion de me poser la question de la préservation du capital. Mais on peut clairement dire que j'ai fait deux fois le boulet sur les deux cycles et que moi, il m'aura fallu deux cycles pour en apprendre, quoi. Retenir la leçon, ouais. Ouais, exactement. Parce que du coup, aujourd'hui, tu es peut-être un peu plus exposé en crypto qu'en NFT, finalement. Beaucoup, ouais. Ouais, à titre personnel. Ok. Ouais, Et ouais, c'est ouais. quoi ton. Peut-être les cryptos, évidemment, ce n'est pas un conseil financier, mais c'est quoi, toi, je sais pas, ton top 3 des projets sur les Ben, cryptos? ouais, il y a la nôtre, clairement. Notre crypto de l'écosystème qui ressortira en public dans quelques mois. Et enfin voilà, je vois tout ce qui se passe je vois tout ce qui se passe en coulisses et clairement, c'est ma conviction la plus haute. Après, mais les trois que j'achèterais aujourd'hui, moi, c'est Ether, clairement, Magic et Lix de Luxo. Ok, ok, bah c'est noté. C'est noté, c'est noté. Et ouais, volonté de bien faire grossir le bag, ouais, de mon côté. Les deux Ouais. autres, je connais un peu moins. Je connais moins les projets crypto en règle générale, Mhm. mais j'irai jeter un œil. Ouais, tu devrais. Ouais, bah toi qui es en plus un peu dans le jeu Web3, Magic, c'est la monnaie un peu store of value de l'écosystème Treasure DAO, qui est une sorte de studio décentralisé de jeux vidéo, qui est un collectif de jeux vidéo quasiment, et ils ont des belles pépites, il se passe des trucs vraiment très cool. Tu te souviens de The Beacon? Du tout. Non? Bon, c'était un jeu style donjon qui était sorti l'année dernière et qui avait fait du bruit. Et non, ils font. Franchement, c'est très cool ce qu'ils font et à un niveau tokenomics, ils sont solides. Ok, top. Bah écoute, j'irai jeter un œil. Merci pour les infos, puis merci pour bah, Je l'heure t'en que tu prie. m'as accordée. Avec grand T'as vite plaisir. répondu Merci de présent m'avoir contacté. et on a vite pu enregistrer, donc ça c'était vraiment Ouais. chouette. Euh, bah, je mettrai tous les liens de tes projets ou tes réseaux sociaux en description pour ceux que ça intéresse. Qui plus est, tu nous as teasé, mais pas trop, ce qui allait arriver, donc on va suivre ça de près. Et puis on fera peut-être Plaisir. un épisode d'ailleurs quand ce sera un peu plus matérialisé et tu pourras peut-être nous en dire un peu plus. Ouais, carrément. Avec Et grand ben plaisir. merci beaucoup Merci, à toi, puis monsieur. on se dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.